Bonjour. Alors dans cette capsule, on va essayer de voir ensemble les tenseurs de contraintes. Donc comment on va construire le tenseur de contraintes à partir de ce qu'on appelle le vecteur contrainte. Donc cours 2, chapitre 2, tenseur de contraintes. Alors pour construire le tenseur de contraintes, on va commencer d'abord par un solide qui est chargé par un ensemble de sollicitations externes. Et on va supposer une coupure fictive à travers une section S. Alors, éventuellement, lorsqu'on va supposer cette coupure fictive, il y a un certain nombre de forces internes, ce que j'appellerais DF, des efforts infinitésimales, c'est-à-dire des efforts élémentaires très petits, DF, en chaque point M de la section. Et pour qu'on puisse définir le vecteur contrainte en M, ce que j'appellerais TMN. Alors TMN, ça veut dire le vecteur contrainte au point M pour la section ds de normale N, qui sera égal à df sur ds. Alors on s'aperçoit que le vecteur contrainte, c'est un vecteur qui va être exprimé en newton millimètre carré. Donc c'est une unité de pression en tout point, donc ce qu'on appelle les efforts de cohésion, qui supposent donc garder la structure en équilibre global. Alors, ce vecteur contrainte, pour le moment, donc on ne sait pas quoi est égal df. C'est l'élément de force en tout point M qui interne normalement la structure. Ces éléments de force dépendront bien évidemment du chargement externe, c'est-à-dire l'environnement externe. Et éventuellement, on verra par la suite que cette valeur de force vecteur contrainte au point M, on va essayer de la développer de telle sorte à l'exprimer autrement. Donc on va d'abord la projeter dans un repère local NT, et après, donc, on va essayer d'exprimer dans un repère global x, y, z. Donc pour le moment, le vecteur contrainte TMN, c'est égal à df sur ds, qui est exprimé en newton par millimètre carré. Alors, la première des choses, donc on va essayer de regarder un peu ce qui se passe sur deux facettes voisines, pour qu'on puisse établir l'équilibre d'un cylindre, d'un petit cylindre d'épaisseur h, et deux sections voisines qui sont parallèles. Et on va essayer tout simplement de voir ce qui se passe en termes d'efforts internes pour qu'on puisse établir l'équilibre et en déduire que Tm moins n égale à moins Tmn. En effet, donc on considère un point M, le cylindre infiniment petit d'axe n de hauteur h et de section ds, c'est un volume élémentaire. On remarque que les sections, une de normale n et l'autre de normale moins n, autour des points M, sur chaque facette, vous avez une force élémentaire df qui va être exprimée par Tmn fois ds sur la partie à droite et ds Tm moins n sur la partie donc à gauche pour la section de normale moins n. Alors bien évidemment, quand on multiplie le vecteur contrainte Tmn par ds, c'est un effet de force. C'est un effet de force. C'est une force df. Si on établit l'équilibre, action-réaction, les actions mutuelles, donc on s'aperçoit rapidement que on peut facilement donc en déduire que Tm moins n fois ds égale à moins Tmn fois ds, qui permet de dire finalement que le vecteur contrainte au point M de normale moins n, c'est égal à moins le vecteur contrainte au point M, mais pour la facette de normale n. Alors, cette conclusion ou cette relation elle est très intéressante puisqu'on va la retrouver, on va l'utiliser dans l'équilibre global pour qu'on puisse construire le tenseur de contrainte dans un repère global x, y, z, un repère cartésien qu'on va utiliser par la suite. Alors, ce vecteur contrainte Tmn, on va d'abord le projeter dans une base nt, n étant la normale à la facette, et t pour moi c'est le vecteur tangentiel porté par la facette qu'on est en train d'étudier. Donc Tmn, on va le projeter sur n, donc c'est ce qu'on appellera
la contrainte normale, sigma n, et la projection de ce vecteur contrainte sur la facette, ce que j'appellerais la contrainte tangentielle, qui va être portée par t. Donc là, pour le moment, on ne fait que projeter ce vecteur sur n et t, qui est la normale et la tangente à la facette. Une facette quelconque, hein, c'est une facette qui n'a rien de particulier, hein, c'est une facette quelconque, hein, une orientation de facette autour du point M qui peut être quelconque. Alors, pour qu'on puisse établir le tenseur des contraintes, ce que j'appelle la formule de Cauchy. Alors, on va prendre une facette orientée par N, c'est le triangle ABC, donc c'est une facette quelconque, de normale N, et je vais supposer entourer le point M dans un système d'axes cartésien, dont la base étant IGK. Alors, bien évidemment, sur chaque facette, je vais essayer de construire un volume autour du point M et je vais établir l'équilibre global de ce volume en utilisant le principe fondamental de la statique. Donc quand je vais entourer ce point M, je vais prendre en considération les facettes de normale moins I, la facette de normale moins J et la facette de normale moins K. Sur chaque facette, j'ai des éléments de force que j'appellerai Tm moins I par exemple fois dsx, Tm moins G fois dsy, c'est-à-dire la facette de normale moins J, et celle qui est en bas, ce sera l'effort, en tout cas, sera égal à Tm moins K fois dsz. Alors ce dsx, dsy et dsz, si vous remarquez, c'est la projection de la grande facette ds sur les plans respectivement de normale I, G et K. Alors, sachant que pour la facette S ou ds de normale N, les cosinus directeurs de N, que j'appellerai Nx, Ny, Nz, c'est ce qui va permettre d'orienter la facette et de modéliser, en tout cas de caractériser et de modéliser l'orientation de la facette ds. Et on remarque que la projection de ds sur les plans IGK, ce n'est autre que justement ce que j'ai appelé dsx, dsy et dsz. Donc pour que je puisse relever les valeurs de dsx, dsy, dsz, c'est exactement ds fois le cosinus directeur ou les cosinus directeurs de la facette ds, hein, pour l'orientation n. Donc finalement, mon dsx ce sera égal à nx fois ds. Mon dsy, ça sera égal à ny fois ds. Et mon dsz, ça sera égal à nz fois ds. Donc là, je fais apparaître un peu la surface ds, qui va permettre par la suite, lorsque je vais établir l'équilibre, de simplifier par ds. Alors, vous remarquez que ds fois tmn, c'est des valeurs de force. Pour que je puisse établir le bilan des actions en tout cas qui s'exercent sur ce volume et appliquer le principe fondamental de la statique, on sait qu'à l'équilibre, la somme des forces égale à 0. Donc je vais sommer sur ces efforts en appliquant le principe fondamental de la statique pour que je puisse établir la relation entre Tmn et Tmi, Tmg et Tmk. Donc j'aurai finalement Tmn-Ts plus Nx-Ds Tm moins I plus Ny-Ds Tm moins J plus Nz-Ds Tm moins K. Alors quand je vais égal à 0 bien évidemment, quand je vais faire ça, je vais simplifier par Ds. Le moins, donc je vais le faire sortir des vecteurs contraintes. C'est la relation que nous avons donc exprimée un peu avant. Et ce qui va permettre finalement, donc je vais mettre les Tm et Tmg et Tmk de l'autre côté, donc moyennant le signe moins, donc ce sera positif. J'aurai finalement Tmn égale à Tmi fois Nx plus Tmj fois Ny plus Tmk fois Nz, que je peux écrire d'une forme
matricielle Tmn égale à la matrice que je vais construire Tmi, Tmj, Tmk fois n, le vecteur n avec bien évidemment ce quotient directeur nx, ny, nz. Alors, ce que vous avez au milieu comme matrice, c'est ce que j'essaierai en tout cas de construire, c'est la matrice des tenseurs de contraintes. Je vais essayer cette fois-ci de décomposer Tmi, Tmj, Tmk dans les facettes associées à chaque vecteur et dans la base IJK. Pour ce fait, je vais utiliser une convention d'indice. Le sigma ij. Alors pour moi, le i, ça sera le vecteur unitaire de l'axe sur lequel il va être projeté le vecteur contrainte. Et le deuxième indice, c'est le vecteur unitaire de la normale extérieure à la facette considérée. Par exemple, le TMI, la figure que vous avez en haut, c'est le vecteur contrainte au point M pour la facette de normale I. Alors, quand je vais projeter TMI, j'ai une projection sur I, une projection sur J, une projection sur K. Vous remarquez que la projection sur I, c'est la contrainte normale. Donc, je mettrai sigma XX. Pourquoi XX? Parce qu'il est projeté sur X, c'est le premier indice. Et le deuxième indice, c'est la facette considérée, ça veut dire la facette de normale I, orientée, donc qui oriente X. Donc j'aurai sigma XX. Vous remarquez que pour l'ensemble des contraintes de ce vecteur contraint, j'aurai toujours le deuxième indice qui est porteur de la normale à la facette. Ça veut dire que je retrouverai le X. Par contre, le premier indice, c'est l'axe sur lequel il va être projeté. Par exemple, la projection de ce vecteur contraint TMI sur J, j'aurai sigma YX. Et la projection de ce vecteur sur K, j'aurai sigma ZX. Donc finalement, par la simple lecture de ces contraintes et leurs indices, je peux facilement savoir quelle est la facette, ou en tout cas, cette projection, c'est pour quelle facette et sur quoi il va être projeté. Donc sigma YX, c'est la composante du vecteur contraint TMI, ça veut dire TMX, projetée sur Y. C'est une contrainte dite de cisaillement ou contrainte tangentielle. Donc là où les indices ils sont différents, c'est des contraintes tangentielles, ou dites encore de cisaillement. Là où les indices ils sont égaux, sigma XX, ce qu'on appelle les contraintes normales. Donc finalement, si je prends de la même manière les différents vecteurs contraints TMI, TMJ et TMK, je peux construire via leur projection dans le système d'axe IGK, je peux construire alors ce qu'on appelle le tenseur de contraintes via les projections relatives de chaque vecteur contrainte sur chaque facette de normale respectivement I, J, K. Donc les composants de ces vecteurs contraints dans le repère ou dans la base IGK sont alors exprimés sous forme d'un tenseur d'ordre 2 tel que ce tenseur est construit par les contraintes normales qui sont portées par la diagonale et des contraintes tangentielles qui sont hors la ligne diagonale. C'est ce qu'on appelle le tenseur de contraintes qui est très très intéressant sur lequel donc on va développer en tout cas les calculs sur ce tenseur de contraintes. C'est ce qui se passe autour d'un point dans une base IJK, pour le moment une base quelconque qui n'a rien de particulier, et nous avons alors 9 composantes qu'on devrait étudier dans une base cartésienne IJK. Alors, la deuxième phase de mon intervention, c'est les équations issues justement d'un équilibre, ce qu'on appelle l'équation d'équilibre ou l'équation de continuité. Alors, on va supposer un volume élémentaire autour des points M. Alors, sachant que on va prendre en considération uniquement les composantes de force qui sont portées par X,
Donc, vous allez remarquer hein, qu'on est en projection sur X et on va étudier les facettes d'un volume élémentaire en équilibre. Et sur chaque facette, vous avez un élément de force. Vous avez des contraintes et vous avez des sections. Alors sur cette facette, par exemple, j'ai moins sigma x, x, y, z, moins sigma xy pour x, y, z, et sur l'autre facette qui est derrière, j'aurai moins sigma xz, xyz. Donc je reprendrai ces facettes comme des éléments de base. Et sur les facettes opposées, donc je vais faire varier les coordonnées, soit en x plus dx, soit en y plus dy, soit en z plus dz. Et finalement, j'aurai un certain nombre de forces, action-réaction, et je vais essayer de la même manière d'établir l'équilibre en multipliant, donc bien évidemment, les contraintes par les sections relatives, ce qui va permettre d'avoir la valeur de force. Pour chaque contrainte, je vais la multiplier par l'élément de section, donc sachant que les sections ils peuvent être construites par leur position. Par exemple, si je prends celle en sigma xx, je sais qu'il est exercé sur une section dz, dy, dz. Alors la deuxième configuration, je sais que lorsque j'ai une fonction, ça c'est un effet mathématique, une fonction f de x plus dx, c'est égal à fx plus la dérivation de f par rapport à x dx. Ça, lorsque j'ai une fonction à une simple variable. Lorsque j'ai une fonction à plusieurs variables, par exemple x, y, z, donc la fonction f de x plus dx, y, z, est à peu près égale à la fonction en x, y, z plus la dérivée partielle de f par rapport à x dx. Alors, ceci est vrai pour dy, ceci est vrai pour dz. Alors, sachant aussi que nous avons, à part les efforts de contact, j'appellerai les efforts de contact, vous avez aussi des forces de volume. Donc, quand je vais faire le bilan des actions mécaniques dans ceux, en tout cas, projetés, comme vous voyez sur la configuration sur X, je rajouterai la composante f de x. Et on sait que la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. Je vais utiliser donc cette sommation pour en déduire l'équation que vous avez donc en bas. Alors l'intérêt, c'est de faire la somme. Quand je vais faire la somme de l'ensemble de ces forces, sans oublier de multiplier les contraintes par les surfaces relatives, moyennant donc la formulation mathématique qui permet d'exprimer les contraintes en un point décalé, soit en dx, dy, dz, en fonction de leur valeur dans la position x, y, z, on peut facilement donc construire l'équation que vous avez donc en bas, qui est donc la dérivée partielle de sigma x, x par rapport à x, plus la dérivation de sigma x, y par rapport à y, plus la dérivation de sigma x, z par rapport à z, plus f de x égale à ρ fois la masse volumique, fois l'accélération, la composante de l'accélération sur x. Alors, remarquez qu'on multiplie par ρ, ça veut dire on a subdivisé la masse par v. Éventuellement, la force que vous avez donc là, c'est une force par unité de volume. C'est très important. Donc, la f de x, elle est exprimée par unité de volume. Donc, c'est une force par unité de volume. Cette équation plutôt d'équilibre ou de continuité, elle est très très intéressante dans la résolution des problèmes du MMC. Alors, bien évidemment, donc c'est une forme vectorielle, donc on aura une expression sur x, le même équilibre on va le faire sur y, et le même équilibre on va le faire sur z, et on aura donc trois équations qui vont être très utiles pour la résolution des problèmes en mécanique du milieu continu. Alors, le deuxième équilibre du moment des contraintes, cette fois-ci, va nous permettre d'en déduire la symétrie justement du tenseur de contraintes. Alors, l'équilibre du moment des contraintes suppose, là encore,
on va prendre en configuration seul le cas M dans le plan XY, donc l'effet de moment, il va se faire autour de l'axe Z. On peut faire pareil autour de l'axe X et on peut faire pareil autour de l'axe Y. Alors, de ces faits, on conserve uniquement les contraintes tangentielles. Pourquoi on conserve les contraintes tangentielles? Parce que les contraintes normales sont perpendiculaires aux sections et ils n'ont pas un effet de moment puisqu'ils traversent le point M. Et on sait que le moment d'une force en tout point passant par sa direction égale à 0. Donc, les contraintes normales n'auront pas d'effet de moment. Donc, on va éliminer les sigma xx et les sigma yy. En tout cas, dans le plan xy. Et on va conserver de la même manière que les contraintes tangentielles. La même fonction va être appliquée. On remarque que sigma yx pour x plus dx yz, c'est égal à sigma yx pour x yz plus la dérivation partielle de sigma yx par rapport à x dx. Et on va utiliser le bras de levier. Donc on doit multiplier chaque force d'abord par la section. Si je prends sigma yx, je devrais la multiplier par la section dy dz. Et si je prends le sigma xy, je dois la multiplier par la section dx dz pour que j'aurai la valeur de la force. Après, pour que je puisse en déduire la valeur du moment, je dois multiplier chaque force par la distance dx, soit dx sur 2, soit dy sur 2, et je fais la somme en respectant un peu le bras de levier et le sens d'orientation du moment. Donc si je fais ça de la même manière, j'aurai dx dy dz sigma yx moins dy dx dz sigma xy, et on constate que ça permet de montrer que le tenseur de contrainte il est symétrique. Donc on constate que sigma xy égale à sigma yx, et de même si on fait l'équilibre de moment autour de x ou autour de y, on constate que sigma xz égale à sigma zx et sigma yz égale à sigma zy. Ça c'est très important. Donc à partir de là, cette équation elle va être utilisée dans les tenseurs de contrainte et on va supposer dorénavant que le tenseur de contrainte est symétrique. Donc on peut ne pas faire la différence entre taux sigma xy et sigma yx dorénavant dans la construction du tenseur. La même chose pour sigma xz et la même chose pour sigma yz. Alors souvent dans la notation, les contraintes tangentielles, pour qu'on puisse faire la différence avec l'écriture des contraintes normales, on les note souvent taux. Taux xy, taux yz et taux xz. Pour faire la différence entre les contraintes normales. Et souvent dans les ouvrages, les contraintes normales sigma xx par exemple, qui sont porteurs de même indice, on les note sigma x pour alléger un peu l'écriture des tenseurs de contraintes. Alors cette équation ne fera plus partie du bilan des équations lorsqu'on va appliquer dans la résolution d'un problème en MMC, du moment qu'on va l'utiliser dans le tenseur de contrainte. Donc c'est une équation qui va me permettre en tout cas d'avoir le tenseur de contrainte symétrique qu'on va utiliser par la suite. Alors la deuxième phase, ce qu'on appelle les directions principales et contraintes principales. Alors le tenseur de contrainte, c'est un tenseur qui est symétrique à coefficient réel. Et là alors, il y a trois valeurs propres distinctes ou confondues. Si les trois valeurs propres sont distinctes, les vecteurs propres associés sont perpendiculaires entre eux. En fait, on cherchera les facettes pour lesquelles les contraintes tangentielles, tout simplement, elles doivent être égales à 0. Et ce qu'on appelle donc les contraintes principales et les N1, N2, N3 qu'on aura donc à en déduire, ce qu'on appelle les directions principales et les facettes principales. Dans ce nouveau repère, le tenseur de contrainte est réduit et les contraintes ils sont alors diagonales. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, ce qu'on appelle les contraintes normales principales.
ou les contraintes principales. Alors la particularité, c'est que on a toujours la même tension, si vous voulez, en termes de points, en termes de charge, autour du point M, mais la forme de votre tenseur de contrainte, elle change. Et ça, c'est très intéressant. Ça permet, en tout cas, d'avoir une interprétation parfois physique dans ces directions qui sont un peu spéciales, qui sont les directions principales, où le tenseur de contrainte prend une forme qui est très réduite. Ou les contraintes aussi normales, elles sont parfois, elles sont majeures, elles sont très importantes. Alors là, on montre un peu comment on peut calculer justement donc ces valeurs de contrainte normales. Hein, le déterminant de sigma moins sigma ni, ce qu'on utilise pour en déduire les valeurs propres. Vous remarquez qu'on met en évidence une équation de troisième ordre. Et je mets en évidence ce que j'appelle I1, I2 et 3, qui sont dites les invariants du tenseur. Alors ces invariants du tenseur peuvent être calculés soit par le tenseur de contrainte dans un repère quelconque, ou encore ils peuvent être calculés par le tenseur de contrainte dans sa nouvelle forme dans la base principale. En tout cas, ce sont des invariants qui sont indépendants du repère. Alors, ces invariants I1, I2 et 3, à quoi est égal? Donc, on peut les construire de la sorte. I1 égale à la trace des tenseurs de contrainte. On remarque que lorsqu'on somme sur la diagonale les contraintes, I, elle est invariant. Cette sommation, elle est invariante. Ce que j'appelle l'invariant numéro 1. Le deuxième invariant, ce qu'on constate, c'est que 1 demi trace de sigma au carré moins la trace de sigma au carré, il est invariant. Donc si on le conçoit par les éléments des tenseurs de contrainte principale, vous remarquez que c'est un peu léger. C'est sigma 1, sigma 2, plus sigma 1, sigma 3, plus sigma 2, sigma 3, ou encore, dans le cadre général, on peut calculer l'invariant I2 par les éléments du tenseur de contrainte dans la base X, Y, Z, et on le construit de la sorte. Le troisième invariant, le déterminant, on remarque que le déterminant de votre tenseur de contrainte, au point M, quelle que soit la base, il est invariant. C'est ce qu'on appelle les invariants de mon tenseur de contrainte qui sont indépendants, bien évidemment, de la base. Alors, ces éléments du tenseur de contrainte, ces invariants, ils vont être utiles dans la construction des critères de rupture, par exemple, de conditionnement des structures. On les retrouvera dans pas mal de propositions par différents auteurs, en tout cas, qui contribuent à établir les critères de stabilité, les critères de conditions de résistance et les critères de plasticité, ce qu'on appelle les états limites. Et souvent, donc, on retrouve ces invariants. Pourquoi? Parce qu'ils sont indépendants un peu de repères et permettent de construire des entités de contraintes, par exemple, équivalentes, qui vont permettre de se positionner par rapport à la limite élastique du matériau. Alors, le tenseur de contrainte, il peut être aussi subdivisé en deux entités, ce qu'on appelle l'entité sphérique et l'entité déviatorique, ce qu'on appelle le déviateur. En fait, cette tenseur de contrainte, vous remarquez qu'on se retrouve avec des contraintes qui sont normales et des contraintes tangentielles. En fait, la contrainte normale a un effet de traction ou de compression, mais par contre, la contrainte tangentielle a un effet de déviation, de glissement, de cisaillement. C'est pourquoi donc le tenseur qui va être conçu, la partie en tout cas qui va être conçue par la moyenne des contraintes normales, a un effet sphérique, et le tenseur déviatorique qui va être conçu par la partie globalement conçue par les contraintes tangentielles, je vais l'appeler des contraintes déviatoriques moyennes, qui ont deux effets physiques qui sont différents. Donc le tenseur de contrainte, comme j'ai dit, conçu par une partie de contrainte normale et puis une partie de contrainte tangentielle, et chaque contrainte a un effet physique sur le déplacement des plans autour d'un point. Et ça, on va le voir en détail dans le cas aussi de tenseur de déformation, où on constatera donc l'effet justement de ces contraintes sur les déplacements des points et des plans.
Alors, il y a des cas de contraintes qui sont particuliers, notamment le cas uniaxial, ce qu'on appelle la traction ou la compression. Dans un système d'axe principal, le tenseur de contrainte est réduit uniquement à une simple contrainte qui est égale à sigma. Dans ce cas, par exemple, porté par X. C'est le cas de la traction ou de la compression. On peut se retrouver dans un état de cisaillement simple. C'est exactement le cas plan, comme vous remarquez dans cette figure, c'est le taux XY et taux YX. Ce qu'on appelle un effet de cisaillement simple. C'est un cas de tenseur particulier. Ou encore, l'état de contrainte isotropique, sigma, 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 où on est sur une configuration, il n'y a pas de contrainte tangentielle, certes, mais les contraintes sigma xx égale à sigma yy, sigma à zz, ce qu'on appelle un cas de configuration des contraintes isotropes, ça veut dire le même effet de contrainte suivant l'axe x, y, z. Un état plan, c'est un état dont le plan x, y, on va se retrouver avec une configuration qui ressemble à ce que vous avez donc devant vous, sigma x, sigma y et sigma xy. Donc là, c'est une configuration plane. Alors, la configuration plane contrainte plan, on le retrouvera souvent dans le cas de la réduction des matériaux. Alors, il est très apprécié de comprendre un peu comment manipuler ce cas de tenseur de contrainte plan et éventuellement donc les différentes configurations dans ce cas de cas plan. Alors, justement, dans l'application qu'on va essayer de voir ensemble, soit en classe, où je donnerai après les expressions relatives à chaque état. Alors, on vous demande à ce qu'on applique justement les relations issues de la relation entre Tmn et le tenseur de contrainte pour qu'on puisse établir des relations entre les projections des vecteurs contraintes sur la facette n et t, ce que j'appelais sigma n étant une t, et en fonction de l'état de contrainte dans un système d'axe x, y, z. Là, on est dans un plan donc en fonction de sigma x, sigma y, et taux x, y. Et après, l'idée, c'est d'essayer d'en déduire les contraintes principales et d'en déduire l'angle d'orientation des directions principales. Alors, généralement, pour répondre à la première question, si on manipule un peu ces équations, donc on peut exprimer le vecteur contrainte sigma n étant une t en fonction des éléments du tenseur de contrainte et en fonction de l'orientation de n par rapport à x. Ou encore, on peut en déduire la direction principale, moyennant soit en t égale à 0, soit la dérivation de sigma n par rapport à phi égale à 0, ça permet d'en déduire l'angle pour lequel la contrainte normale est extrême, ce que j'appelle la direction principale. Donc pour l'en déduire, on utilisera directement dans le cas plan 2 tangente de 2 phi 1 égale à 2 taux xy sur sigma x moins sigma y. Et finalement, les contraintes principales, par simple manipulation, donc on peut les exprimer directement via cette formulation en fonction du tenseur de contrainte dans un système d'axe quelconque x, y. Donc deux valeurs de contrainte principale, sigma grand X et sigma grand Y, dans un système d'axe principal, grand X, grand Y. Finalement, il y a moyen de le faire d'une manière graphique. On va essayer de le développer peut-être en classe, ou peut-être je ferai une autre capsule pour montrer la méthode graphique, mais en tout cas, il y a une méthode graphique qui permet d'en déduire, d'établir les relations entre les valeurs de contrainte dans un système d'axe petit x, petit y, et en déduire à la fois l'orientation des axes principaux grand X, grand Y, et en déduire les contraintes principales sigma grand X, sigma grand Y. Ou encore, dans une deuxième configuration, si on suppose avoir l'orientation de la facette et les contraintes principales, on peut en déduire pour cette facette les valeurs de sigma n étant une t moyennant un travail graphique. Alors, la méthode graphique peut être, je vais consacrer une autre capsule où je vais développer cette méthode en montrant la méthode graphique qui peut être aussi utile pour établir la relation entre les composantes, en tout cas, du vecteur contrainte, soit dans le repère local nt, soit dans un repère xy quelconque, soit dans un repère principal
grand X, grand Y.